Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a quelques jours, j'ai terminé ma session d'échange à l'étranger et j'aimerais faire un bilan et un retour d'expérience avec vous. À la base, je suis malgache, j'ai eu mon baccalauréat à Madagascar, j'ai poursuivi ensuite mes études à Lyon dans une licence en éco-gestion et j'ai été accepté durant la 3e année pour une session d'échange avec l'Université Laval. Je voulais juste le montrer. Avec ça, le stylo aussi. Bref, des petits cadeaux qu'ils nous ont offerts. Sympa. Alors je vais commencer par un rappel du principe et fonctionnement de la mobilité à l'étranger. Je vais ensuite vous donner quelques aspects de mon histoire personnelle. Et enfin, je vais vous présenter les avantages d'effectuer une mobilité à l'étranger. En effet, je ne parle pas des inconvénients. Le seul inconvénient qui existe est de mourir dans l'avion, ce que je ne vous souhaite pas. Mais tant que vous arrivez sur un nouveau territoire, vous apprenez toujours de nouvelles choses. Alors, qu'est-ce qu'une mobilité d'études? Il s'agit tout simplement d'une forme de coopération entre deux établissements où chacun des deux accepte d'annuler, de supprimer les frais de scolarité des étudiants qui effectuent l'échange. Moi, en tant qu'étudiant à l'université de Lyon 2, je viens à l'université Laval sans payer les frais de scolarité, alors que c'est une école de commerce. Et les étudiants de l'université Laval ne paieront pas non plus de frais de scolarité en allant à l'université Lyon 2, qui est une université publique. Donc, je suis gagnant. Mais ça reste là. C'est-à-dire qu'on n'est pas non plus diplômé de l'autre université. Ce serait vraiment exagéré. On va tout simplement traduire vos notes dans cette université selon certains critères pour les retranscrire comme un simple relevé de notes. Finalement, on a la possibilité de soit faire un Erasmus, c'est-à-dire une mobilité dans des pays de l'Union européenne, ou alors une mobilité monde, ce que j'ai choisi, où on peut aller partout dans le monde, en Chine, en Australie, au Canada, au Mexique, bref, partout. Alors, au niveau des critères pour être accepté pour une mobilité, d'après ce qu'ils disent, c'est clair, les notes influencent, mais pas trop. C'est-à-dire si tu as une réelle motivation derrière, si tu montres que de base tu es sérieux, mais que tu as tellement de projets et de choses à gérer à côté que tu ne peux pas avoir les meilleures notes possibles, ils t'acceptent. Pour ma part, j'avais autour de 14 de moyenne. Moi, pour la motivation pour aller à l'étranger, pas trop, mais finalement ce qu'il fallait. Alors par contre, ta note va influencer l'université où tu seras. Par exemple, moi, j'ai candidaté à 3 universités différentes, Trois-Rivières, Montréal et Laval. J'ai été accepté à l'université Laval et c'était une bonne surprise. En résumé, si tu es très motivé, tout est possible. Assiste aux différentes séances qui sont organisées dans ton université. Pour mon cas particulier, j'ai pris la connaissance de pouvoir effectuer une mobilité grâce à mon frère qui avait une mobilité obligatoire. Donc moi, voilà, je pensais c'était réservé aux personnes qui avaient un très bon niveau d'anglais et que pour moi, ça allait pas le faire parce que j'avais pas B2 voire C1. Donc je me suis dit c'est pas fait pour moi. Finalement, j'ai découvert qu'il était possible de postuler pour des universités francophones. Donc j'ai essayé de voir les différents pays pour voir s'il y en avait un qui m'intéressait particulièrement. J'avais peur aussi des ressources nécessaires pour aller habiter dans un autre pays. En effet, pour ma part, j'étudiais à Lyon. J'avais de la famille, ma cousine et sa famille, donc j'avais pas de loyer à payer. Je travaillais pas vraiment durant mes études, mais finalement de déménager, ça allait entraîner des frais importants. Ça c'est fait. Parfois, il faut y aller par la foi. Il faut essayer de trouver des solutions. Parce que dans notre cas, on a tout à gagner et rien à perdre. Alors, j'ai indiqué en début de vidéo que j'ai été accepté pour une année d'échange. Finalement, à cause du confinement, la première session a été annulée. J'ai seulement pu assister à la session d'hiver, c'est-à-dire de janvier à maintenant, c'est-à-dire en mai. Je vais maintenant vous détailler un peu l'aspect financier de ma mobilité. Alors, faut savoir qu'il y a des bourses qui existent selon son université ou la région où l'on se trouve. Personnellement, j'ai bénéficié de la bourse de la région Rhône-Alpes pour soutenir les étudiants qui vont faire une mobilité à l'international. Ce qu'il faut savoir, c'est que le montant de la bourse dépend vraiment du niveau de vie de chaque pays. C'est-à-dire qu'ils vont t'accorder plus d'argent si le niveau de vie est très élevé. Pour mon cas particulier, c'est-à-dire le Canada, c'est environ 1200 € en tout. Après, ça dépend de ta situation, si tu es boursier français ou pas, à toi de te renseigner. Mais en tout cas, pour moi, un étudiant étranger, j'ai droit à 1200 €. Pour le travail, parce que c'est vrai, c'est possible de travailler si tu as un permis d'études. Et ici, tu peux l'avoir si tu étudies plus de 6 mois, ce qui n'était pas mon cas du coup. Ça peut couvrir une partie de tes frais, mais quand même, il est conseillé de travailler pour pouvoir assurer les autres frais. Une chose aussi, pour le Canada par exemple, j'avais des livres obligatoires à payer, ce qui n'était pas prévu, que j'ai découvert ici sur place, j'avais pas le choix. J'ai
j'ai dû acheter. De base, ça peut aller jusqu'à 200 voire 300 $, donc il faut s'y préparer. Si je peux donner une estimation du montant par mois à prévoir, il faut un minimum de 400 $ pour mon cas particulier. Après, il y a encore le transport, le loisir, les autres activités, mais au moins 400 de base. Au niveau des papiers à avoir, ça dépend bien évidemment de chaque pays. Pour le Canada, il faut avouer que c'est assez compliqué. Aussi, voire plus compliqué que la France, parce que j'ai dû moi aussi effectuer des démarches pour arriver en France, donc je peux comparer. Donc ce que j'ai eu, c'est un visa de résident temporaire, c'est ça brille un peu. Donc je n'ai pas de permis d'études, je peux pas travailler, mais je peux rester et faire l'aller-retour sur le territoire jusqu'à la fin de la validité de mon passeport. Ça c'est cool. Il y a des démarches biométriques à faire, comme ça. Un conseil général, c'est tout simplement de s'y préparer le plus tôt possible. Dès qu'on a sa lettre d'admission, il faut commencer. Ça peut durer plus de 4 mois pour obtenir un permis d'études au Canada. Et pour mon cas, ça a retardé un peu mon séjour parce que je m'y suis pris trop tard pour le visa. J'ai parlé d'une opportunité parce qu'en effet, j'ai été accepté pour 6 mois à l'université Laval. Cependant, avec ce visa qui est valide jusqu'en juillet 2024, je peux directement postuler pour une université canadienne et ne pas avoir à demander de permis d'études. Par contre, je pourrais pas travailler ou alors il voudra faire une autre demande, mais bon, ça c'est une autre histoire. Alors, au niveau des cours, il faut savoir qu'en France, on a l'habitude de 8 voire 11 matières. Cependant, le système est différent à Québec parce qu'on a 4 voire 5 mais grosses matières. Il t'explique au départ que pour chaque matière, tu dois allouer environ 9 heures par semaine, 3 heures de cours et 6 heures de travail personnel, où tu devras t'occuper des dossiers, des projets en groupe, des lectures, des exercices, des révisions et tout le reste. Alors pour la question, est-ce que c'est plus dur ou plus facile que la France? Je dirais c'est différent. Je peux pas vraiment évaluer comme ça. De toute façon, quand on est sérieux, qu'importe où on va, on est censé réussir. Mais si ça vous intéresse, je peux faire une comparaison parce que j'ai fait exprès de choisir 3 matières sur 4 que j'avais déjà durant le 5e semestre à Lyon. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Alors pour les examens, c'est différent. Il y en a beaucoup plus ici. C'est ça le privé aussi, je pense. Tu as des QCM à faire chaque semaine pour vérifier si tu as bien effectué tes lectures obligatoires, examens de mi-session, examens terminaux, travaux en groupe notés. Par contre, les travaux en groupe, les profs attribuent 80% de la note et les membres de l'équipe eux-mêmes attribuent 20%. Je trouve que ça permet de responsabiliser les personnes. L'ambiance dans les cours, finalement un peu la même chose. Il n'y en a que 5 voire 10 maximum qui participent réellement. Le reste de la classe, rien, comme en France. Pour les professeurs, c'est différent. Il faut savoir qu'il y a une grosse prime par rapport à la satisfaction des étudiants eux-mêmes parce qu'à chaque fin de session, on peut noter le prof sur sa performance et ça, c'est vrai que ça met la pression. Donc les profs sont cool, ceux que j'ai eu en présentiel. Il y en a un particulièrement que j'ai apprécié, le prof d'économie, qui a résumé 3 longues années en une seule session. Parfait. Donc voilà, satisfait des cours. Alors maintenant, quels sont les avantages à effectuer une mobilité à l'international? Commençons par le CV. Et oui, le CV, c'est important. Ça valorise une certaine ouverture d'esprit, une volonté de se dépasser, de vivre une nouvelle aventure. Bref, que du positif. D'ailleurs, ça fait partie, je pense, des arguments qui peuvent faire la différence par rapport à ta candidature. Soit tu as fait un super stage, soit tu as fait une mobilité à l'international, soit tu es vraiment engagé dans les assos, soit tu fais les 3. Tu te fais de nouvelles relations, que ce soit au niveau professionnel ou personnel. Au niveau des cours, tu as une plus grande vision des différents systèmes qui existent. Tu peux voir lequel te correspond le mieux. Tu peux aussi penser à rester, comme je l'ai dit. Bref, je ne peux que vous conseiller d'essayer, au moins essayer, de candidater, parce que ça peut vraiment faire la différence dans votre vie. Voilà, nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère que cela vous a plu. En tout cas, pour moi, ça a été un régal de vous partager mon expérience. Pour cette session, je suis vraiment satisfait et très content de terminer ma licence sur cette belle expérience. J'ai candidaté pour un MBA et des masters à l'université Laval, mais ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo. En tout cas, si vous avez aimé, faites-le moi savoir en commentaire, partagez la vidéo et on se retrouve dans une prochaine vidéo.